Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Buvette Podcast, le podcast du sport, je vais y arriver, du sport et de la société. C'est compliqué, on est jeudi soir, il fait nuit tôt, c'est l'hiver qui arrive, on est tous fatigués, mais heureusement, on est à nouveau ici avec le GDOS pour une nouvelle émission qui sera tournée autour de la médecine et notamment de l'aide, de la prévention sur les sportifs, comment s'aider à se préparer et à performer ensuite, ou même sans performer, on peut discuter de tout, que vous soyez sportif lambda occasionnel ou sportif de haut niveau, on est là pour apprendre plein de choses avec les invités du soir. 3 personnes, c'est super, je vous laisse vous présenter, peut-être les femmes d'abord, et parler un petit peu de votre spécialité, de vos compétences, chacun d'entre vous. Alors Amandine, moi je suis éthiopathe ostéopathe depuis une dizaine d'années, avec un petit peu une spécialité dans le sport et la pédiatrie. Voilà, donc je m'occupe beaucoup de sportifs et d'enfants. Hervé, podologue depuis un peu plus de 30 ans également, enfin pas également, mais... Et bon, j'aime bien le sport parce que je pratique pas mal course à pied essentiellement. Et donc c'est vrai que forcément ça amène aussi une patientèle un peu axée sport. Jean-Luc, je suis podologue aussi, alors depuis un peu plus longtemps que mes confrères, vu mes cheveux blancs. J'aime ma passion, c'est une passion, mon activité, et puis le sport aussi. J'ai essayé d'aider les sportifs depuis pas mal d'années sur certaines compétitions autour de l'Ain, pédestre et compagnie, dont on parlera peut-être plus tard. Effectivement, merci pour cette belle présentation. Donc comme je l'ai dit en introduction, on est dans les locaux du GDOS. D'ailleurs, merci à eux de nous inviter une nouvelle fois dans leurs locaux de fortune. Si je puis dire, on est serré, mais au moins on se tient chaud, on est pas mal ici. On a déjà une belle présentation de cette organisation de la part du patron, si je puis dire, Franck. Vous faites partie de la commission médicale, alors vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste pour une personne justement qui n'y connaît rien. Quel est le but de cette commission au quotidien auprès des sportifs, auprès des gens auxquels vous intervenez ? Alors la commission, elle a été créée il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Cette commission médicale est Andy. Elle est constituée d'un médecin, d'un diététicien, d'une ostéopathe, de 2 podologues, un pour le pied droit, un pour le pied gauche. Donc c'est pour ça. Et notre but est de aider un peu les sportifs sur le plan prévention, même sur le plan curatif aussi, on peut être amené à les soigner en cas de blessure. Donc, voilà, c'est leur apporter les quelques connaissances que nous avons. Et puis, on essaye d'intervenir dans les clubs sportifs, les fédérations, même les associations ou les écoles, pourquoi pas, pour donner justement aux sportifs, aux parents, aux enfants, des conseils de prévention, surtout, je crois que c'est ça le but premier, chacun dans sa spécialité. Donc, la commission est faite pour ça. Très bien. C'est vrai que je vois le petit papier qui est écrit juste ici, là. La prévention est le premier acte de soin. Vous êtes un peu tous d'accord là-dessus Oui, c'est sûr. Alors, pour compléter ce que disait Jean-Luc, c'est que on intervient essentiellement lors d'assemblées générales ou choses comme ça pour présenter un thème ou un autre. On a eu une première fois une conférence. On voulait faire tout au début un gros congrès et tout, puis bon, ça a été assez laborieux à mettre en place, mais on intervient donc à la demande des clubs généralement. Donc nous, en tant que podologue, on est intervenu plusieurs fois sur des clubs de randonneurs ou des choses comme ça, ou de course à pied. La diététique est pas mal à la mode en ce moment, donc c'est beaucoup réclamé. Mais on peut intervenir, donc comme il y a également des médecins, on peut intervenir sur tous les sujets. Et essentiellement, c'est vrai que la prévention, c'est quand même primordial pour nous. C'est vrai que je me mets dans la peau d'un sportif, peut-être qui pratique 1 ou 2 fois par semaine, qui se dit la prévention, ça sert peut-être pas à grand-chose, je me sens bien dans mon corps, je suis jeune. En quoi, là, justement, vous intervenez et vous dites, attention, c'est peut-être important là-dessus ? En fait, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses aussi sur Internet, donc avec notre expérience, puis le fait d'être plusieurs disciplines aussi ensemble, ça permet de donner les bons conseils du sportif, on va dire du dimanche, qui commence, ou des gens qui reprennent une activité, aux sportifs aussi de haut niveau. Alors eux, c'est un petit peu plus biaisé, parce qu'ils ont une équipe médicale qui est déjà autour d'eux, mais des fois, on peut avoir des petites astuces, des petites choses aussi qui les aident. Ça marche. Et du coup, je suppose qu'entre disciplines, vous avez une sorte de collaboration qui se crée. Et en quoi c'est important d'avoir un peu
tous les domaines médicaux ensemble pour justement... Je pense que l'individu lambda, ou comme le sportif, c'est une entité. Hein. Donc, effectivement, on a tendance un petit peu à découper l'individu en morceaux, la tête d'un côté, le corps de l'autre, les pieds. Je crois que non, il faut voir l'individu dans sa globalité et toutes les répercussions qu'il y a. La spécialité que Hervé et moi-même, on s'occupe du plus bas de la bête, les pieds. Alors on se dit, bon, c'est vrai. Mais en réalité, les pieds ont une répercussion sur tout le corps, de la tête aux pieds. Donc c'est important, la prévention. Alors, Amandine, en tant qu'ostéopathe, elle est beaucoup plus globale, je pense, et elle sera plus précise. Mais il me semble qu'on a une complémentarité, quand même. C'est vrai que Amandine a certainement besoin un peu du podologue de temps en temps, quand même. Et d'ailleurs, on s'est connus sur des courses pédestres où là, on avait organisé une assistance podologique. Ce qui était surprenant d'ailleurs pour ne prendre notre spécialité, c'est que quand on est arrivé sur ces courses, les gens se sont dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gens-là, on n'a pas besoin de vernis à ongles ou quoi que ce soit. C'était le premier but. Et puis lorsqu'ils ont eu des bobos aux pieds et qu'ils se sont aperçus qu'on pouvait leur permettre de continuer leur course dès le lendemain ou quoi que ce soit, là ils se sont dit peut-être que ces gens-là ont quelque chose à nous apprendre. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Amandine et puis bon Hervé aussi. Je pense que le fait en plus de faire partie depuis pas mal d'années d'une même structure, on a un peu la même approche, donc on va parler le même langage et on apporte les mêmes choses aux praticiens, enfin aux pratiquants, je veux dire. Et donc voilà, ça doit se ressentir. C'est comme quand on travaille en équipe, on a les mêmes envies et les mêmes moyens. Oui, très bien. Mais d'ailleurs, comment vous avez rejoint le CDOS? Par quel biais vous avez entendu parler de ce comité? C'est Jean-Luc qui nous a ramené. Oui, quand je suis arrivé à Bourg, j'ai appris la connaissance d'une course pédestre sur 4 jours. J'étais jeune confrère, jeune praticien, donc j'ai pris contact. On avait monté avec d'autres confrères cette assistance podologique. Ensuite, j'ai été interpellé par le CDOS et je me suis dit que il fallait bien un vieux et puis un jeune, quoi, de façon que le jeune puisse prendre la place du vieux à un moment donné. Donc j'ai appelé Hervé. Amandine, je l'avais connue sur le Tour de l'Ain pédestre, puisque tu faisais tes études à l'époque et tu étais venu quand même pour assister ces sportifs. On a sympathisé et puis voilà. Et bon, je les ai invités à venir. Ils sont venus d'eux-mêmes. Hein. Ça s'est fait assez naturellement, ça, c'est très bien. Parce que du coup, à côté, vous avez des expériences, je pense, sur des courses peut-être, des compétitions. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote croustillante à nous raconter, quelque chose qui vous a marqué quand vous exerciez, je sais pas, quelque chose de... La première année du Tour de l'Ain pédestre, justement, on avait cette approche où le podologue, pédicure podologue, c'était de l'esthétique. Et je me rappellerai toujours la première journée dans l'étape du col de la Faucille en descente, un des participants de l'équipe organisatrice, le Grand Fond Bressan, s'est chopé une ampoule, une flictaine, mais énorme, comme ça, au talon. Et donc, il pouvait plus recourir. S'il courait plus, l'équipe abandonnait. C'était un peu gênant pour l'équipe organisatrice. Et donc là, on s'est approché de lui. On lui a dit, on va te soigner, on va te permettre de repartir. Donc on lui a soigné sa flictaine, on lui a mis un pansement, et on l'a suivi jusqu'à la fin de l'étape. Il est arrivé le dernier, c'est vrai, mais il a fini son étape, et le lendemain, il est reparti, avec un peu moins de performance, mais il est reparti. Et là, c'est vrai qu'ils nous ont regardés, ils se sont dit, mais effectivement, ils sont capables de nous apporter quelque chose. Donc c'est une anecdote que je me rappelle, parce que c'est vrai que c'est ce qui a permis de faire connaître un peu la profession de façon plus médicale. Hein, voilà. Et donc, sinon, il y a eu des tas d'autres aventures. Parce que du coup, au quotidien, c'est quoi exactement vos missions? Peut-être intervenir auprès, comme vous le disiez, des plus jeunes, peut-être des plus anciens aussi, qui ont peut-être pas forcément le réflexe d'aller voir les médecins avant de pratiquer. C'est ça vraiment le cœur de votre mission? Alors, moi, souvent, quand les gens veulent reprendre le sport, premièrement, c'est d'aller chez le médecin quand même, faire un bilan
Voilà, ça peut être sanguin, un bilan, voilà, avec un médecin quand même pour qu'on soit sûr que physiquement il puisse reprendre le sport, même si c'est que de la marche un peu rapide, des choses comme ça. On travaille aussi en collaboration avec le PEPS qui est à Bourg, qui permet de faire des tests d'effort, des choses comme ça. Donc on peut aussi orienter ces personnes-là. Et puis après, au quotidien, c'est donner des astuces, orienter sur je sais pas, des étirements, enfin voilà, des choses à pas faire, voilà, des astuces et des conseils pour justement éviter la blessure après. Et après, on a aussi toute la partie patientèle de gens qui se sont déjà fait mal, et là on est dans le soin. Et puis après, on est pour éviter la récidive. On a 3 phases un petit peu pour les sportifs. Ouais, justement, malgré la prévention, il y a toujours le risque d'avoir une blessure, justement. Est-ce que vous avez un peu des blessures qui reviennent tout le temps, quelque chose qui est un peu récurrent dans vos métiers, que vous avez souvent traité chez les sportifs, que ce soit lambda ou professionnel? Il y a peut-être une différence d'ailleurs. Vous n'avez peut-être pas les mêmes sortes de blessures, je sais pas trop. Au niveau des pieds, il y a déjà pas mal. Souvent, au niveau des sportifs, quand même, il y a un manque de préparation des pieds, parce que je pense que au niveau des sportifs, comme dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a des problèmes de dents, on va voir le dentiste. Lorsqu'on a des problèmes de foie, on va voir le médecin. Lorsqu'on a des problèmes de pieds, on s'en fout, on les enferme dans des boîtes qui sont plus ou moins bien faites, qu'on appelle les chaussures. Donc, ce qui est important, et je pense que Hervé est bien placé, d'autant plus qu'il pratique, c'est donner des conseils pour l'achat des chaussures, parce que c'est vrai qu'il y a la couleur des chaussures qui est sympa, les roses pour les filles, les bleus pour les garçons, mais c'est pas uniquement ça. Je pense qu'une chaussure, ça se choisit en fonction du sexe, du poids, de l'épreuve que l'on veut faire. Et puis il y a la préparation du pied, parce qu'il y a un échauffement au niveau du pied et tout ça. Donc il est extrêmement important d'apprendre aux gens à s'entretenir les pieds, parce que c'est vrai que, alors bon, je suis peut-être un peu parano, mais je pense que c'est une spécialité qui semble peu connue de plus en plus, mais qu'on a tendance un peu à négliger. Donc c'est vrai que Hervé, il est sur les courses souvent. Puis on a aussi une partie, nous on fait de la semelle orthopédique également. Donc ça c'est aussi un gros facteur de prévention. Parce que on peut faire de la semelle pour performer peut-être mieux, mais c'est surtout pour éviter les problèmes de statique, et donc on a pas mal de patients qui viennent nous voir également en prévention pour faire des semelles orthopédiques. Ouais, justement, j'avais une petite question là-dessus, parce que les semelles orthopédiques, en fait, on sait pas trop où ça intervient, plutôt dans la prévention, plutôt dans l'après-blessure. Dans les deux, parce que voilà, on peut avoir une semelle orthopédique parce qu'on a eu une fracture, on a une inégalité, par exemple, un truc classique, ou alors parce qu'on a des pieds vraiment affaissés ou autres, et on a de la semelle orthopédique pour prévenir des troubles. On voit une usure excessive de la chaussure dans tel secteur. Voilà, donc avec la semelle, on va corriger ça pour éviter le trouble qui va être supérieur, donc au niveau d'un genou, au niveau d'autre chose. Du coup, comment ça se construit une semelle orthopédique? C'est par rapport à la forme du pied, les risques? Non, on fait tout un examen, donc on a des semelles orthopédiques avec un bilan de la posture, ou alors sur tapis de course pour voir la dynamique, tout ça. Et donc, c'est à partir de notre bilan qu'on fait au cabinet, on pourra établir notre plan de semelle et faire... c'est vrai qu'on va pas faire une semelle juste avant une épreuve, donc c'est certainement quand même beaucoup plus de la prévention au long terme, quoi. Il faut savoir qu'une paire de semelles orthopédiques, il faut pas que les gens soient surpris quand ils viennent chez le podologue, parce que ils se disent bon, je vais me faire soigner les pieds ou je vais me faire examiner les pieds, puis on leur demande souvent de se déshabiller alors ils disent non, mais je suis là que pour les pieds. Oui, mais pour la construction d'une semelle, il faut regarder les genoux, les hanches, le bassin, la colonne vertébrale, tout, en posturologie aussi d'ailleurs. Donc c'est important, faut pas que les gens soient surpris de ça, quoi. Voilà, parce qu'il y a une répercussion quand même importante sur l'individu, hein. D'où l'utilité de travailler aussi beaucoup avec les ostéopathes. Je pense que c'est hyper important, hein. Parce que ils sont mieux placés, même si nous on a quelques connaissances un peu plus haut. Voilà, c'est très important. Et du coup, du côté des ostéopathes, c'est plus de la prévention, pareil, de la guérison de blessures. Ça dépend aussi. On a un petit peu les deux. Après, les types de blessures vont dépendre aussi du sport qui est pratiqué.
un coureur de trail, quelqu'un qui fait de la natation, on n'est pas dans les mêmes types de blessures. Donc c'est vraiment adapté vraiment à la pratique, à la blessure en elle-même. Mais le fait de travailler en amont avec les podologues ou en posturologie, ça évite certaines blessures. Ok. Et du coup, pour revenir juste vite fait sur les semelles orthopédiques, en quoi est-ce qu'elles peuvent véritablement améliorer la performance d'un athlète? Là, on part plus sur les sportifs affirmés, on va dire. En quoi ça peut aider un athlète à performer plus qu'un autre qui en a pas, en fait? Ouais, moi je dirais qu'il y a, je sais pas, mon confrère est peut-être un peu plus à même parce qu'il est plus jeune que moi j'ai un cursus un peu vieillot, mais je dirais qu'il y a deux types de semelles. Il y a la semelle orthopédique que j'appellerais classique, qui consiste à repositionner le pied, parce qu'on voit que le pied est affaissé, il est tordu, donc on va repositionner le pied pour qu'il ait les bons appuis. Ça c'est déjà important, parce que si on tord les pieds au moment de courir, on va avoir des blessures. Il y a ce type de semelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle les semelles proprioceptives, c'est-à-dire ce sont des semelles qui n'ont peut-être pas de portée sur les pieds, mais qui utilisent le pied comme porte d'entrée. Ce sont des semelles extrêmement fines qui agissent sur les capteurs neurosensitifs du pied, justement, et qui vont lancer des informations au niveau du bulbe rachidien de façon que le corps de lui-même se corrige. Se repositionne. Okay. C'est un petit peu, je pense que... Alors, non, mais c'est ça, c'est pour optimiser les compétences de la personne, et bon, en pensant à un sportif qui n'est pas de trouble, parce que la semelle, au départ, est quand même d'abord faite pour corriger tout ce qui va être déficient, quoi. Parce qu'on va pas, par exemple, on parlait à une époque d'augmenter l'amorti, des trucs comme ça, mais c'est quand même la chaussure qui va être dans la fonction le gros amortisseur. C'est quoi les semelles carbone qu'on entend parler? Alors la semelle carbone, c'est une semelle. Alors il y a eu pas mal de choses que la semelle carbone, c'est Nike qui a fait ça. Ouais. Il y avait aussi la chaussure Adidas qui avait fait ça à une époque, qui avait une barre de tension entre l'avant et l'arrière comme ça. Et la barre de tension, mais ça a eu beaucoup d'effets néfastes en fait, parce qu'en fait c'était une barre qui influait le mouvement au pied. C'est-à-dire que le pied, on attaque comme ça par le talon généralement, ou bon. Quand on a des chaussures qui amortissent, parce qu'on pourra parler après des différences entre la minimaliste et puis maximaliste, sur une chaussure normale qui amortit, on attaque sur le talon, et on va propulser par le gros orteil. Et la barre de torsion était faite de façon à justement influer sur le mouvement pour accélérer le passage du pas comme ça. Mais il y avait des côtés néfastes parce que bon, ça a créé pas mal de tendinites, de choses comme ça. Et le carbone, c'est un peu la même chose. Dans la chaussure, on a cette barre de carbone qui est inclus dans la semelle première de la chaussure et qui corrige un peu qui influe sur le mouvement du pied. Enfin, si je dis pas de bêtises. Qui aurait tendance un petit peu à augmenter les performances. Tous les records de la sur-route qui sont en train de tomber de marathon, semi-marathon, et justement dû aux semaines. Moi, la semaine prochaine, je fais le marathon et ils veulent pas m'abandonner. Parce que c'est le marathon du Beaujolais, donc forcément, ils vont pour faire des performances. Si on prend une comparaison, moi j'ai toujours tendance un petit peu à parler en parabole, si on prend la Formule 1, qui sont des voitures extrêmement performantes, mais qui vont faire 2-3 000 km, et puis on est obligé de refaire le moteur après, parce qu'on pousse le moteur à des capacités énormes. Alors que nos voitures de tous les jours sont moins performantes, mais elles font 200-300 000 km. Donc effectivement, si on a trop tendance à donner des capacités, des moyens aux sportifs d'aller au-delà de la capacité du corps, il va s'user beaucoup plus vite, il va se blesser beaucoup plus vite. Le corps humain, il a des capacités, mais elles sont pas limitées. Elles sont limitées, je veux dire, elles sont quand même pas illimitées. Donc si on le pousse de trop, à un moment donné, ça va coincer. Mais malgré tout, l'équipement apporte beaucoup, parce qu'on a eu, il y a pas mal d'années, on voyait des marathoniens, entre autres, pour l'épreuve un peu reine, courir avec des nastas, des chaussures de tennis, par exemple. Ils avaient forcément pas les mêmes performances qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, les chaussures qui t'apportent un mieux-être et puis qui sont, et puis bon, voilà, aussi, parce qu'une Nastas, c'est très, très plat, il y a aucun amorti. Bon, donc,
On n'a pas le même Vous performance. assistez sur ce point pendant les interventions avec des sportifs peut-être qui veulent recommencer le sport, qui se Oui, disent, on a pas mal de questions même. On a fait une intervention là dans un club de marche et voilà, ils étaient très ils voulaient avoir des conseils pour choisir la chaussure, ou de randonnée même également, parce que on a certains magasins qui se disent un peu spécialisés, qui font des bilans un peu de Pseudo. bon, mais voilà, ils sont pas eux, c'est pour vendre leurs chaussures, hein, donc ils ont tel modèle qui marche bien, ils vont plutôt t'orienter vers ce modèle qui est pas forcément adapté. Il faut orienter les gens, entre autres. C'est pas toujours une question de prix, parce que c'est vrai, des fois, les parents disent « Oui, mais pour mon enfant, je veux pas mettre très cher dans des chaussures. » Je disais toujours, quand j'avais mon cabinet, c'est pas toujours une question de prix. Des fois, vous allez chez un commerçant qui s'est bien conseillé, ou conseillé par votre podologue, il va vous conseiller des chaussures, et puis vous serez surpris, parce que ce sera la gamme en dessous, ou... entre parenthèses, la gamme en dessous, moins chère, parce que elle est plus adaptée au sport que vous pratiquez, à votre morphologie, mais c'est pas parce qu'elle est moins chère qu'elle est pas bonne. Au contraire, c'est parce qu'elle est mieux adaptée. C'est hyper important. Puis il y a quand même des chaussures spécifiques pour les femmes, pour les hommes, pour les vieux aussi, un peu. Hein. Voilà. Et chez les ostéos, vous avez un peu, vous, des équipements un peu comme ça qui peuvent booster la performance ou aider à mieux récupérer, par exemple, ou aider à mieux se préparer, des petits tips, j'ai envie de dire. Alors, Un peu moins que chez les podologues. Oui, parce qu'on n'a pas de matière. Nous, notre matière, c'est le corps de la personne. Mais si le corps est assez équilibré, que l'entraînement est plutôt bon en intensité et puis en fréquence, on évite les blessures, quoi. On est plus dans du conseil de vie quotidienne, sportif ou pas sportif, hein, d'ailleurs, de posture, de gestes à faire. Ou voilà, souvent les sportifs, on leur dit aussi, le repos fait partie de l'entraînement. Voilà, les sportifs, quand ils sortent du cabinet, je peux faire du sport demain. Non, on se repose, on se calme, voilà. C'est plus un rôle de prévention, ou voilà, de mettre en lumière des choses qu'ils n'avaient pas pensé. Aussi les chaussures, hein, souvent pareil. En faisant de la course à pied, on a aussi un public voilà, qu'en fait, souvent, ils posent les chaussures sur le bureau. Ah regardez, juste tout d'un côté. Oui, alors c'est pas chez moi, c'est chez le podologue. Mais avant, moi, je vais vous rééquilibrer un petit peu. Et après, on fait un bilan chez le podologue. Très bien, très bien. Et des exercices peut-être aussi. Des exercices, oui, voilà, de prévention, d'entretien. De gainage, de choses comme ça. Mais voilà, on n'a pas de matériel. Tu peux peut-être avoir un peu des conseils aussi au niveau on a maintenant des choses de contention, par exemple. On a pas mal de textiles, hein, ça tu peux peut-être en parler, mais nous on conseille plus au niveau chaussettes, hein, qui font de la contention. On a des chaussettes aussi contre les flickten, les choses, pas les ampoules, mais on a aussi de la contention, hein, qui pour le sport, je sais pas, même au niveau des membres inférieurs, enfin des membres supérieurs, on a quand tu fais un marathon, tu peux attraper un petit peu pour activer la circulation de retour et tout ça. Et booster les performances également, parce que si on a les jambes lourdes, on va être moins bon que si on a un bon retour. Oui, alors après maintenant, il y a ce qui est très à la mode, c'est le taping aussi, c'est les bandes de couleurs qu'on voit chez les sportifs. Oui, d'accord, je vois. Donc voilà, on peut faire alors c'est des formations en plus que la formation de base d'ostéopathie, mais voilà, on peut faire des choses de contention ou de drainage. Voilà, on peut pas tricher, mais améliorer. Et ça justement, c'est bizarre, parce qu'on se dit, il a une bande posée, c'est collé. Et suivant la couleur, c'est pas la même fonction. D'accord. Non, alors, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais c'est pas C'est comment on les met qui sont... Oui, c'est surtout ça. Ouais. Alors déjà, c'est mis par rapport à quoi? Comment c'est placé? Parce qu'en vrai, des fois, j'en vois sur les cuisses notamment. On se dit, sur le genou, dessous le genou, on se dit, mais pourquoi c'est ici? À quoi ça sert, quoi? Ça dépend de la pathologie qu'il y a. Quelqu'un qui a une tendinite au genou, l'idée, ça va être de soulager un petit peu le tendon. Donc, on a des montages suivant l'anatomie du sportif. Voilà, pour le tendon rotulien, par exemple, on va avoir des attaches très particulières. Après, on va tout ce qui est dans, par exemple, quelqu'un qui se fait des entorses à répétition. Là, on va être dans du maintien. Quelqu'un qui se fait des entorses, il a une compétition. On va faire un strapping un petit peu de maintien pour éviter qu'il se refasse. Ou que si la cheville
qu'elles partent un peu moins fort. Et puis un côté un peu psychologique rassurant aussi, quoi. C'est bon, j'ai quelque chose, ça ira mieux. Et puis après, on peut avoir un effet de drainage pour tout ce qui est hématome, tout ce qui est... voilà, c'est des montages qui sont particuliers. Donc on voit, il y a plein de vidéos qui tournent, mais c'est quand même une formation derrière pour les poser comme il faut. Okay. Oui, je pense que ce qui est important, et quand on écoute Amandine, c'est vrai que c'est extrêmement important. J'allais dire, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui a posé, parce que c'est bien beau de les poser, mais il y a une façon de les poser. Il y a d'abord une façon de l'insertion, les coller à un moment donné, la tension plus ou moins forte, et donc il faut connaître l'anatomie, la physiologie pour pouvoir les poser. C'est pas n'importe quoi. C'est vrai que même si ça paraît un peu facile comme ça, on se dit oh c'est sympa. Je pense que c'est un professionnel qui doit les poser parce que sinon ça sera pas efficace. Ouais. Au moins la première fois. Voilà, sur les sportifs qui en ont besoin pendant ils vont pas venir tous les 3-4 jours. Donc on met, ils prennent des photos. Voilà, c'est de l'éducation aussi quand on a ce rôle. Et du coup, on rentre dans la prévention et un peu l'éducation pour les personnes. Du coup, pour revenir aux couleurs, c'est quoi le... Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. C'est juste la beauté. À une époque, moi, j'avais fait une formation cord taping, et suivant les couleurs roses et tout, la fonction n'était pas tout à fait la même. Ouais, alors, est-ce que ça a changé? Mais maintenant, cord taping, c'était eux ce qui avaient fait les premiers, je crois. Après, maintenant, il y a différents fournisseurs. Moi, j'ai fait celle-là aussi, et normalement, les couleurs, c'est toutes les mêmes maintenant. Ouais, c'était tout au début où on avait fait la formation ensemble, c'était tout au début, donc je pense que ça évolue, toute technique à l'usage. Et c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il y avait une incidence un peu sur les couleurs. C'était sur le tendon, c'était sur le muscle, c'était sur les Là, quand je l'ai fait, c'était tout pareil. Et après, c'est la tension qu'on mettait dedans et le découpage, quoi. Ok. Alors peut-être que je me trompe, mais au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que la prévention, elle a surtout un but de performer plutôt que de prévenir les blessures. Je sais pas trop si je dis une bêtise ou... Je dirais pas tout à fait performer. Hein. C'est maintenir le corps humain, l'individu, en bonne santé, quoi, de le faire travailler en morphologie normale, quoi, hein, de façon à lui éviter de travailler. Alors, je vais prendre un exemple, puisque c'est une obsession chez moi, ça va vous faire rire, mais je porte au quotidien des chaussettes à doigts, comme les gants. Des chaussettes où chaque orteil est indépendant. Alors, au niveau sportif, maintenant je suis moins sportif, si je l'ai été un jour, mais au quotidien, je sais pas, on se dit au début, oh ouais, Jean-Luc, t'es un peu farfelu, c'est pour t'amuser et tout. Non, c'est pas vrai. L'intérêt, c'est d'avoir des chaussettes à doigts. Je prends cet exemple, mais il y a certainement d'autres exemples. L'intérêt, c'est que il y a du tissu entre chaque orteil, donc on régularise la transpiration, on évite toutes les blessures entre les orteils, les mycoses, tout ça. Et puis, sur le plan statique, chaque orteil travaille en indépendant, donc on a une meilleure stabilité. Hein. Quand vous prenez, quand vous faites, je sais pas, quelque chose avec les mains, si vous prenez une moufle, c'est pas très pratique pour tenir quelque chose. Si vous voulez ouvrir une canette de bière avec une moufle, c'est pas très commode. Si vous prenez des gants, vous allez y arriver. Ben, les chaussettes, c'est pareil. Et je pense que, oui, c'est vrai que moi, c'est une obsession au quotidien. J'invite mes patients à... C'était pas par fantaisie, je les prescrivais souvent. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des diabétiques, par exemple, à l'hôpital, que je soigne. Eh bien, je leur conseille des chaussettes à doigts. Ça évite des tas de blessures. J'ai ma petite fille, par exemple, qui est petite, qui a 10 ans. Depuis qu'elle est petite, elle transpire énormément. Toujours des mycoses entre les orteils, des blessures et tout. Et je disais à ma fille, mais lui, les chaussettes à doigts. Et puis bon, elle était petite. Alors, donc, on a essayé des pommades, des crèmes, tout ça. Ça allait bien, mais dès qu'on arrêtait, tout. Et du jour où elle s'est décidée à lui mettre des chaussettes à doigts, ça a été spectaculaire, quoi. Je dis pas que tout a été résolu, mais ça a diminué le problème. Elle transpire beaucoup moins. Transpire toujours, parce que c'est une fonction naturelle, la transpiration. Hein. Elle transpire beaucoup moins et elle a beaucoup moins de blessures. Donc, il y a des choses comme ça, de façon à faire travailler l'individu, le corps, comme il doit travailler, et non pas de travers, quoi. Et pour répondre à ta question, je pense que on fait de la prévention pas pour être meilleur, mais pour éviter les problèmes, et donc, finalement, pour être meilleur, quoi.
Après, il y a la notion de performance. C'est quoi la performance? Un athlète de haut niveau, c'est de courir le 100 mètres en 9 secondes. Quelqu'un qui fait 90 kilos, c'est de courir un 100 mètres. Et là, on est dans c'est d'aider chaque personne à faire sa performance, à prendre du plaisir. Et quand on est blessé, on n'en prend pas, quoi. Donc c'est ça qui est important. C'est exactement là où je voulais en venir. En fait, c'était un peu une question que j'ai plus le mot, mais en gros, c'était pour vous faire répondre sur le fait que la prévention, c'est pas pour faire former, c'est juste pour rester en bonne santé avant toute chose. Si j'ai bien compris. Et prendre du plaisir également en pratiquant, quoi. C'est sûr. Parce que l'intervention qu'on avait faite, c'était sur la reprise du sport, et c'était après une blessure ou après un arrêt prolongé, pour permettre aux personnes de reprendre du sport doucement, et puis... Ou pendant des maladies, enfin voilà, des dames ou même des hommes qui ont des cancers, des choses comme ça. C'est comment aussi on peut les aider à vivre ça bien, et ça va être des dames ou des messieurs qui vont marcher, qui vont aller nager. Bah, si en plus on arrive à leur enlever des petites douleurs du quotidien, bah, c'est gagné, quoi. C'est ça la performance, hein. C'est la performance, elle est là, hein. Mes jeunes confrères, eux, ils courent, ils courent bien. Moi, maintenant, je cours comme un vieux sénateur. C'est-à-dire que je marche vite, parce que comme les sénateurs, ils ont l'impression de courir alors qu'ils marchent, hein. Moi, voilà. Et c'est une performance. C'est une performance. Alors, c'est pas, le terme performance, il est là, mais c'est pas tout à fait la même, quoi, hein. Je crois que le record du marathon, c'est 2 heures... 30 secondes. Moi, le seul et unique marathon que j'ai fait, j'ai mis 5h20. Bah oui, mais pour moi, c'était une performance. J'ai réussi à finir. Voilà, c'était ça l'important. Super intéressant, cette vision de la performance. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a souvent tendance à voir la performance comme le top niveau, alors qu'en soi, chacun s'approprie sa propre performance. Et puis c'est que très peu de personnes, en fait. Ce qu'on voit, les sportifs de haut niveau, c'est... Enfin, je sais pas, en course à pied, c'est peut-être 1%, même pas, qui sont à haut niveau. Et pour en revenir aussi à l'âge, les sportifs de haut niveau, au-delà de 30-35 ans, il y en a plus non plus, parce qu'ils ont tellement aussi poussé leur corps qu'à 35 ans, ils peuvent plus faire à haut niveau. Je prenais l'exemple de gens qui peuvent avoir un cancer. Il y a quelques années, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein, et elle s'était remise à courir un petit peu, et bon, un peu en surpoids aussi. Donc elle m'avait demandé de l'aider. Elle voulait, elle me dit, Jean-Luc, viens courir avec moi. J'y suis allé. Alors, je vais un peu me vanter. C'est vrai que j'étais obligé de me ralentir un petit peu. Mais elle était contente. Elle a eu du mal à finir, mais je lui ai dit non, tu finis, tu vas jusqu'au bout. Hein. Les 200 derniers mètres, elle y est arrivée difficilement. Elle a réussi à le faire. À son niveau, on est arrivé peut-être un peu dans les derniers, mais elle avait fini. Et donc, psychologiquement, c'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire, hein. Au même titre que le jour où j'ai fait mon marathon en 5h20, moi j'ai été déçu parce que je m'étais entraîné pour mettre un peu moins de temps. Et ben, tous les copains qui étaient autour de moi m'ont engueulé en me disant, mais non, mais tu as fini. Le plus important, c'est ça. Tu as fini. Oui, moins vite que les autres, mais tu as fini. Et c'est ça le plus important. C'est ça la performance. Ouais, et sans être blessé. C'est beau. Des très beaux messages dans la buvette actuellement. Prenez-en de la graine. Hein, mais moi, j'en retire toutes vos paroles. C'est très sympa à écouter. Pour finir un peu sur cette table ronde, si vous auriez chacun de vous un seul conseil à un sportif, enfin que vous donneriez à un sportif pour lui prévenir des blessures, ça serait lequel ? De s'écouter. Bah oui, de s'écouter en se faisant plaisir. Voilà. Le plaisir, je pense que, comme dans la vie, se faire plaisir, c'est ça qui est important. C'est quand même, la vie, c'est ça, c'est se faire plaisir, être heureux, être bien. Et je pense que c'est écouter son corps. Hein, c'est la plus belle mécanique qui existe au monde. Enfin, pour moi, c'est la plus belle mécanique. Il faut en prendre soin et l'écouter. Hein, voilà. Et pas la forcer, pas la contraindre. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, je pense. Bah écoutez, ça me semble être un magnifique mot de la fin. Merci à vous trois pour votre participation à ce merveilleux podcast. J'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs ont également appris plein de choses.
Pour nous retrouver, c'est très simple. On est présent sur plein de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur les plateformes audio, Spotify, Apple Music, sur notre site internet aussi, c'est gratuit. www.labuvettepodcast.fr, en vidéo aussi maintenant sur Spotify également, mais sur YouTube comme je l'ai déjà dit. Je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouveaux tables rondes. À très vite. Salut tout le monde. Merci à vous de nous avoir permis d'exprimer nos spécialités, parce que c'est grâce à vous qu'on peut exprimer nos passions, qui est notre profession. Donc voilà, merci à vous. Et surtout le mot de la fin que j'ai failli oublier, je vais y arriver. N'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles.